L'invité de la rédaction. Et on va pas parler basket avec vous ce matin, mais plutôt Oui. environnement. Oui, voilà, Ilona c'est pas le Youssoufou. thème du jour, le basket. Bonjour. Bonjour Kamar, bonjour à tous. Alors, Ben oui, on est parti. Donc, Naïlan Atoumana Tibou, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Maître La Première et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, vous êtes le secrétaire général de la FMAE pour Fédération mahoraise des associations environnementales. Ça fait plusieurs semaines. Ces feux de végétation font souvent la une de l'actualité ce week-end. Kombani, Shikouni ou encore Moana Tchindri. Il y a un mois de ça, donc c'était le président de la FMAE qui était venu. Il avait dit qu'on comptait juste pour le mois d'août 4 fois plus de feux de végétation que d'habitude. Aujourd'hui, un mois après, quel est le constat? Parce qu'on entend souvent qu'il y a toujours ces feux de végétation. Ben, il y a toujours ces feux de végétation et à mon avis, tant qu'il n'y a rien qui change, on va continuer à les avoir. Donc là, on doit avoir dépassé la centaine d'hectares parce que quand on cumule, ne serait-ce que le dernier qu'on avait, on parlait de 40 hectares vers Combani, mais avant, il y avait 30 hectares auparavant. Donc, si on cumule tous ces incendies, ben, on doit facilement s'approcher entre 100, 150, voire plus d'hectares. Mhm. Donc, qui sont connus, qui ont été recensés, mais à mon avis, on en aura beaucoup plus parce qu'on n'est que en début de la saison de culture. Donc, du coup, avec la sécheresse, il n'y a pas de végétation. Toute la végétation est au sol. On n'a pas de forêt parce que quand il y a les vents et quand on a la forêt, ça permet d'amortir un peu le vent. Mais là, il n'y a plus de forêt. Donc, du coup, le vent, Même près de 10 mois après le cyclone Chido, la forêt n'a toujours pas repris tous ses ben là, droits. on est en saison sèche. Donc, Mm. du coup, comme la forêt constitue aussi un mur là contre les vents, on n'a plus cette forêt, ou en tout cas, on a quelques arbres qui sont là, mais ils ne servent plus de coupe-vent. Et donc, du coup, quand on a des feux de broussailles, eh ben, ça se transforme tout de suite en un immense incendie. Et comme on est à 9 mois, quasiment un an plus tard, donc on a beaucoup de matière sèche. Donc, les incendies vont se poursuivre pendant longtemps parce que c'est pour ça qu'on a, dès qu'on a au moindre incendie, ben, pendant 2, 3 jours, ben, ça continue à brûler parce que il y a certains troncs qu'on n'arrive pas à atteindre, ou sinon, quand le feu suit les racines, La euh, pluie d'hier a peut-être un peu aidé. ça aidait, mais c'était pas une Mm. grosse pluie. En fait, c'était des averses. Donc, ça, on n'est pas du tout à l'abri. Et ça, c'était des choses, il fallait s'y attendre. Et j'invite les Mahorais vraiment à la prudence, parce qu'encore une fois, ces feux-là, on en avait parlé avant le cyclone et au lendemain du cyclone, que c'était prévisible et qu'il fallait qu'on se prépare. Ça fait des années qu'on le dit. J'ai compris qu'au niveau des pompiers, ils ont commencé à prendre conscience de ça parce que bon, je les ai déjà entendus à plusieurs reprises dans des colloques et même dans le cadre du séminaire qu'ils avaient organisé. Et ils soulignaient le manque de moyens leur permettant d'intervenir en forêt, en milieu naturel. Là aussi, ça demande en fait une organisation particulière parce que on n'a pas, il y a quelques années, on a mis en place le plan départemental de lutte contre les incendies. Mais ça n'a jamais été réellement mis en place. Donc, quand on va intervenir à Manachindri, sur le haut de Manachindri, Oui, c'est souvent des zones un peu inaccessibles, c'est assez difficile. non seulement inaccessible, il n'y a Mm. pas de rivière, il n'y a pas de route, il n'y a pas de réservoir. En fait, donc à chaque fois, ils doivent redescendre et avec les coupures d'eau, ça n'arrange absolument rien. Justement, on va parler de l'eau, mais la dernière fois, l'Imadi disait que ces feux de végétation sont en majorité d'origine humaine. Est-ce que la FMAE entend justement peut-être des actions en justice pour faire prendre conscience à tout un chacun que c'est assez grave? Il y a les actions en justice, mais nous, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'était la prévention. Et Mais quand on voit que ça continue, oui, non seulement il y a les feux de végétation, mais on a vu aussi des feux au bord de route qui ont commencé au bord de route, sur des bambous. Ben, ça, ce sont des mégots de cigarettes. Donc, on appelle aussi la responsabilité des fumeurs sur la route de faire attention. On entend en ce moment-là, il y a une publicité qui passe, mais j'en appelle vraiment à la responsabilité de tous là-dessus, que voilà, jeter un mégot de cigarette, et là, souvent, ça crée des problèmes pas possibles parce que la dernière fois, c'était vers Ironi.
Ça bloquait toute la circulation parce qu'il y a eu tous les bambous qui sont tombés sur la route, les interventions de pompiers en plein milieu de la route sur des heures de pointe. Donc les gens ils étaient bloqués sur la route pendant des heures. Et qu'est-ce que ça pourrait donner à niveau, justice, voilà, si par exemple, vous portez, plainte, supposons contre, X pour retrouver par exemple la personne qui est peut-être à l'origine, justement, de ce feu. Est-ce que vous avez déjà peut-être gagné un procès, Mais on appelle à l'organisation justement des acteurs du territoire pour qu'on puisse, parce que régulièrement ici, on a des incendies, mais il n'y a jamais de personnes qui ont été arrêtées ou identifiées comme étant à l'origine de ces incendies-là. Alors que c'est possible. En métropole, on a des immenses incendies sur des centaines ou des milliers d'hectares. Ils identifient ceux qui sont à l'origine de ces incendies-là. Comment ça se fait qu'à Mayotte, Mmh. on n'arrive pas à identifier ces personnes? Donc, à mon sens, actuellement, les acteurs du territoire ne se sont pas encore organisés ni suffisamment appropriés ce sujet-là. On avait prévu une réunion au mois de juillet. Cette réunion a été annulée à la dernière minute. Mais entre-temps, on n'a rien vu d'autre s'organiser, se mettre en place. Mmh. En tout cas, nous, on était prêts. Et la démarche qui était la nôtre, c'était comment on organise tous les acteurs du territoire à la lutte, enfin, à la prévention et à la lutte contre les incendies. Parce que là aussi, quand on écoute les pompiers, souvent, ils ont du mal à avoir accès au feu. Et ils vont se perdre parfois pendant des heures à chercher le feu, alors que si on avait une organisation avec les associations qui sont dans les villages ou les acteurs qui sont dans les villages, on pourrait contribuer, ne serait-ce qu'à les indiquer les chemins les plus courts pour arriver le plus rapidement possible aux incendies. Mmh. Donc, c'est ça aussi notre appel aujourd'hui, c'est que on ait enfin cette réunion pour nous organiser, pour voir là actuellement, en fonction des moyens qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que peut apporter chacun pour mener une action efficace de lutte et de prévention contre les incendies. En parlant justement, de réunion, vous parliez tout à l'heure, du problème donc, d'eau. Il y a un séminaire, demain et mercredi appelé «Les rencontres des acteurs de l'eau». La thématique, c'est: «Quel modèle économique pour une gestion durable et équitable et efficace de l'eau à Mayotte?» Si je tournais un peu, la question autrement, quel modèle peut-être environnemental pour, gérer efficacement l'eau sur le territoire? Bah, le séminaire en question dont vous Vous parlez, êtes invité, vous? oui, on fait partie Mmh. de ceux qui contribuent à ce séminaire. Bon, il a été reporté à une date ultérieure, mais je laisserai aux organisateurs qui portent le projet à venir s'expliquer davantage. Le gros souci avec le modèle économique de l'eau, c'est que on veut appliquer ici à Mayotte, comme dans les autres territoires, le principe l'eau doit payer l'eau. Sauf que on n'a pas suffisamment de contributeurs pour pouvoir financer l'eau. L'autre élément aussi, c'est que souvent, quand on a cette politique, voilà, de décentralisation, de prise en compte, en fait, de financement par le territoire, Mayotte, il arrive très tardivement dans cette départementalisation au sein de la République, et il n'a pas pu bénéficier des investissements massifs qu'ont pu bénéficier les autres territoires nationaux avant qu'il y ait la décentralisation, parce qu'il y a eu les investissements d'abord au préalable, et lorsqu'on a transféré les compétences, il y avait déjà les infrastructures. Donc les acteurs du territoire ont eu un temps pour gérer et s'organiser pour pouvoir établir un modèle économique qui soit viable. Mais là, d'emblée, nous, on nous met tout de suite là-dedans en nous disant, bon, vous devez trouver des solutions pour... Mais là, à l'heure actuelle, vous, par exemple, qu'est-ce qui vous vient tout de suite, à l'idée, supposons, pour, cette gestion, on va dire, durable de cette ressource qui est si précieuse? Ben, il ne faut pas qu'on se trompe parce que, juste pour revenir un peu sur la problématique des incendies, là, avec le projet d'usine de dessalement, j'ai l'impression qu'on a relâché toutes les autres sources d'eau, alors que normalement, cette usine de dessalement, elle est prévue pour compléter le manque, pour distribuer de l'eau en quantité suffisante à la population. Si on laisse continuer ces incendies et qu'on va se baser uniquement sur l'usine de dessalement, elle n'est pas faite pour ça. L'autre élément, et je vais en finir là-dessus, c'est que il faudrait que les acteurs de ce territoire prennent en compte et anticipent sur les conséquences de ces incendies. Si on est en train de brûler tout ce territoire comme on est en train de le faire maintenant, à la prochaine saison de pluie, qu'est-ce qui va se passer? Mmh.
il n'y a plus de végétation, l'eau va ruisseler directement. Donc, on risque d'avoir des immenses inondations et il faut que les acteurs s'organisent dès maintenant à nettoyer les caniveaux, à se prémunir, en fait, notamment des glissements de terrain et ainsi de suite. Donc, pour revenir sur le modèle économique de l'eau, ben, dans un premier temps, il va falloir qu'on trouve les moyens déjà pour faire la reconquête de ces milieux naturels et qu'on arrête le discours en disant les zones protégées, délimitées, par exemple les réserves naturelles, ceci, cela, sont maîtrisés. Non, ils ne sont pas maîtrisés. Et ce qui permet de les protéger, ce sont justement ces zones tampons, les zones agroforestières, comme on les appelle. Et il faut qu'on puisse maintenir un couvert végétal sur l'ensemble de Oui, ces mais territoires. entre des fois, c'est vrai que souvent quand il y a des projets de ce type, on va dire de modernisation, il y a souvent, voilà, les associations, environnementales qui tirent, la sonnette d'alarme. C'est le cas pour, l'usine de dessalement. Donc, plusieurs associations notamment ont déposé des, recours, parce que pour elles, voilà, il y a une atteinte, c'est par rapport au projet donc de l'usine de dessalement. Des fois, il faut pas faire un choix, voilà, entre, ce projet qui pourrait justement mettre fin au cours d'eau et des fois, quitte à c'est pas détruire la nature parce que quoi qu'il en soit, quand le ministre des outre-mer était venu, Manuel Valls, il y a à peu près un mois, il a dit qu'il était aussi question, voilà, de pouvoir aussi, composer avec tout cet environnement, naturel, quitte à des fois à stopper, les travaux, mettre en pause pendant justement la reproduction donc du crabier blanc. Est-ce que, des fois, voilà, il y a pas aussi ce problème, l'environnement, mais aussi d'un côté, il faut aussi moderniser un peu le territoire? Il ne faut pas qu'on se précipite Mmh. dans cette modernisation parce qu'on l'a vu ailleurs. Maintenant, des quartiers entiers à métropole, ils sont inondés parce que tout simplement, on s'est précipité. Si c'était suffisant, on avait des projets de dessalement en petite terre. Ça n'a jamais réellement fonctionné dans les quantités et les qualités qui étaient prévues, avec des conséquences catastrophiques sur le territoire. La problématique, souvent, c'est que ici, on se précipite. Là, s'il y a autant de conflits, s'il y a autant de tensions, c'est que la concertation n'a pas été suffisante ou n'a pas été menée. C'est pour ça qu'on a toutes ces frustrations autour de ce projet-là. Ça, c'est D'autant l'usine de plus, dessalement oui, d'Ironi B. Mmh. d'autant plus Mais il y que a les associations avaient aussi, des frustrations où c'était concernant le projet de loi quand c'était encore en petite terre et là, actuellement, il y a justement la consultation publique pour, la piste à Bouyouni. D'ailleurs, les associations, elles se positionnent comment par rapport à ce site? bon, on va finir d'abord Oui, sur on va le finir, mais projet, parce qu'il y a souvent cette sur confrontation entre l'usine de modernité Dess. et les associations qui veulent effectivement protéger, est-ce que des fois, c'est pas trop freiner justement le développement Non, de parce que l'île? tout simplement, Mmh. ailleurs, ça se fait. Mais il y a cette concertation et on essaie de regarder entre ce qu'on risque de perdre et ce qu'on risque de gagner. Où est l'intérêt de Mayotte? Parce que là, si on prend ce projet d'usine de dessalement, quand vous écoutez les associations environnementales, souvent, ils ne sont pas contre le projet. C'est la manière dont le projet est mené et c'est la prise en compte Mais même des quand on risques dit et aux des associations: «On va conséquences. sécuriser le chantier dans son environnement», ça suffit Ça pas. veut dire quoi, sécuriser le chantier? Parce que là, le gros souci, par exemple, parmi le gros problème, c'est tout le sel qui va être retiré sortir de cette usine-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on nous dit on va rejeter là où on va prélever. On prélève de l'eau pour le désaliniser, mais ensuite, on rejette la quantité de sel qu'on a retiré au même endroit et on nous dit que ça ne représente pas un danger. Mais lors d'une réunion, moi, j'avais posé la question. En métropole, on achète des tonnes de sel qu'on met sur la route en Quand il y a la neige, quand il y a oui. la neige pour Mmh. justement pour permettre aux gens de circuler. Ben, on dit, ben, dans ce cas-là, vous prenez ce sel qui va sortir de cette usine-là et vous le transportez gratuitement en métropole. Comme ça, ben, ça vous permet des économies et puis voilà, ça permet de faire en fait une utilisation intelligente de ce sel qui sortira de cette usine-là. On vous On dit, vous ah a non, dit non, non, quoi? on ne peut pas faire ça parce qu'il y a aussi des produits chimiques là-dedans. Mmh. Donc, on ne peut pas amener ce sel-là en métropole. Ah, donc à Mayotte, c'est possible, mais mettre ça sur le goudron en métropole, ça risque de polluer.
Et de toute façon, on va poursuivre cet échange, mais rapidement pour en revenir donc à l'autre projet, donc on l'a dit, la consultation publique, elle est toujours en cours, c'est jusqu'au 3 octobre. Ça, c'est sur le projet donc pour la piste, donc, enfin l'aéroport à Bouyouni. Sur ce projet-là, les associations environnementales et la FMA notamment, elles se positionnent comment? Il ne faut pas que les gens fuient leurs responsabilités. Donc, si ce projet n'avance pas, ce n'est pas à cause des associations environnementales. Mm. Si c'était le cas, pourquoi l'usine de dessalement est en train de se faire? Il y a toutes ces associations qui s'opposent. Pourquoi c'est en train de se faire? Parce que l'État a décidé de faire, il va le faire. Donc aussi, ce projet de piste longue où l'État veut la faire, il le fera là où il voudra, quel que soit ce qu'en diront Mais vous, d'un les point de vue environnemental, les associations environnementales. ce chantier-là, Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. bon, On en parlera. on en parlera. Merci beaucoup à vous de vous rester avec nous, Naïlan, pour les questions des auditeurs, mais d'abord l'essentiel de l'actualité.